Un couple de fiancés a disparu sans laisser de traces de leur maison de plage en Californie, s'évanouissant un vendredi soir comme s'ils s'étaient simplement avancés dans l'océan pour ne jamais revenir. Pendant 5 ans, les enquêteurs ont cru qu'ils s'étaient noyés dans les eaux côtières dangereuses emportés par des courants inattendus lors d'une baignade nocturne. Mais un jour, un plongeur amateur explorant le récif découvre quelque chose coincé profondément dans le corail. Un boîtier étanche contenant des preuves inattendues qui ont démontré que la vérité était bien plus troublante que quiconque aurait pu l'imaginer. Le brouillard matinal flottait épais sur San Francisco, tandis que Janine Caldwell remuait sa 3e tasse de café, fixant les tableurs sur l'écran de son ordinateur portable. À 35 ans, elle s'était construite une vie confortable en tant qu'analyste financière, bien loin de la ville côtière où sa sœur avait disparu 5 ans plus tôt. Le silence de l'appartement fut brisé par la sonnerie stridente de son téléphone. « Mademoiselle Caldwell, je suis le détective Raymond Flores du bureau du shérif du comté de Monterey. » La main de Janine se crispa sur le téléphone. Tout appel concernant Meredith faisait encore battre son cœur plus vite, même après toutes ces années. « Je vous appelle au sujet de l'affaire de votre sœur. Un plongeur amateur a trouvé quelque chose ce matin à environ 300 mètres de la maison de plage. Nous avons besoin que vous veniez identifier si cela appartient à votre sœur. » Qu'ont-ils trouvé ? Sa voix était plus assurée qu'elle ne le ressentait. Un étui de téléphone étanche, jaune vif, coincé dans le récif de corail. Le plongeur l'a apporté à notre poste de patrouille maritime. « Pouvez-vous faire le trajet aujourd'hui ? Je pars tout de suite. » Les 2 heures de route sur l'autoroute 101 jusqu'à Monterey semblaient à la fois interminables et trop rapides. L'esprit de Janine ressassait les mêmes pensées qui la hantèrent depuis 5 ans. Meredith et David, tous deux âgés de 28 ans à l'époque, avaient été si heureux, si prêts à commencer leur vie conjugale ensemble. La fête de fiançailles à la maison de plage devait être une célébration. Au lieu de cela, ils avaient simplement disparu un vendredi soir, ne laissant aucune trace à part leur voiture dans l'allée. Le poste de patrouille maritime se trouvait sur le quai. Son bardage en bois patiné se fondant avec les bateaux de pêche et les boutiques touristiques. Le détective Flores l'accueillit à l'entrée, un homme dans la cinquantaine aux yeux bienveillants et au comportement patient de quelqu'un qui avait trop souvent annoncé de mauvaises nouvelles. « Merci d'être venu si rapidement, dit-il, la guidant à travers des couloirs étroits qui sentèrent le sel et le diesel. L'équipe médico-légale a déjà traité l'étui, mais nous avons besoin de confirmation sur son contenu. » La salle d'épreuve était d'un blanc stérile, en fort contraste avec l'extérieur rustique. Sur la table métallique se trouvait un étui étanche jaune vif, du genre que les kayakistes et les nageurs utilisent pour protéger leurs objets de valeur. Déjà ouvert, son contenu était disposé avec précision sur la table. Janine retint son souffle. Il y avait l'iPhone de Meredith, sa coque or rose encore impeccable après 5 ans sous l'eau. À côté se trouvait un petit bâtonnet blanc en plastique, un test de grossesse. « Oh mon Dieu !» halta Janine, s'affaissant dans la chaise que le détective Flores lui offrait. Elle était enceinte ? C'est ce que nous essayons de déterminer. Le téléphone fonctionne encore, ses étuis étanches sont remarquablement efficaces. Nous l'avons chargé et... Il tourna le téléphone vers elle. La photo de l'écran de verrouillage montrait Meredith et David sur cette même plage. Les cheveux blonds roux de sa sœur fouettés par le vent, tandis qu'elle riait, les bras de David l'enveloppant par derrière, ses cheveux bruns bouclés en bataille, tous deux rayonnant de bonheur. C'était exactement comme Janine s'en souvenait. « C'est définitivement son téléphone », confirma Janine, la voix étranglée. « J'ai pris cette photo lors de leur fête de fiançailles, 3 mois avant leur disparition. » Le détective Flores acquiesça, prenant des notes. La dernière activité sur le téléphone remonte à ce vendredi soir. Quelques textos, des photos prises plus tôt dans la journée, rien qui n'indiquait des projets de départ ou une quelconque détresse. Le test de grossesse, Janine ne pouvait détacher son regard. Est-ce qu'il montre ? L'affichage s'est dégradé après 5 ans sous l'eau. Mais notre équipe médico-légale pense qu'il était probablement positif. Les gens ne gardent généralement pas les tests négatifs, surtout pas sécurisés dans un étui étanche avec leur téléphone. Cette découverte change considérablement les choses, mademoiselle Caldwell. Change les choses ? Comment ? Le détective se pencha en arrière, choisissant soigneusement ses mots. L'enquête initiale s'est conclue assez rapidement, en quelques jours en fait. L'hypothèse était que votre sœur et son fiancé avaient été emportés par le courant. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense le long de cette côte. Leur disparition simultanée, sans signe de lutte dans la maison, sans problème financier, sans problème relationnel connu, la noyade semblait la seule explication logique. Mais maintenant, une grossesse aurait été un événement majeur dans leur vie. Le fait qu'elle ait eu ce test avec elle, protégé dans cet étui, suggère qu'elle le considérait comme important. Nous devrons tout réexaminer, leurs relations, leurs projets, toute personne qui aurait pu être au courant de la grossesse. J'aurais besoin que vous réfléchissiez, mademoiselle Caldwell. Votre sœur a-t-elle mentionné quoi que ce soit concernant une possible grossesse ? Janine secoua lentement la tête. Rien, nous parlions chaque semaine, parfois plus. Elle me l'aurait dit.
Ses yeux brûlaient de larmes retenues. Elle aurait été si heureuse, ils voulaient tous les deux des enfants. Je suis désolé de remuer tout cela à nouveau, dit doucement le détective Flores. Mais c'est la première vraie preuve que nous avons eue en 5 ans. Le plongeur qui l'a trouvée a dit qu'elle était profondément coincée dans le corail, probablement là depuis la nuit de leur disparition. Le courant aurait pu l'emporter depuis la plage. Vous allez rouvrir l'enquête ? Elle n'a jamais été techniquement close, juste mise en veille, mais oui, cela justifie un nouveau regard sur tout. J'aurais besoin que vous restiez disponible pendant votre séjour ici. Prévoyez-vous de visiter la maison de plage ? Janine n'avait pas réfléchi jusque-là, mais maintenant l'idée s'imposait. Oui, j'ai encore une clé. Le gardien l'entretient. Harold ? Oui, un homme bien. Si vous trouvez quoi que ce soit, qui pourrait être pertinent, photos, lettres, tout ce qui pourrait éclairer la grossesse ou leur état d'esprit cette semaine-là, veuillez me le faire savoir immédiatement. En quittant le poste, le poids de cette nouvelle connaissance pesait sur elle. Meredith était enceinte. Sa sœur portait un enfant quand elle a disparu dans le Pacifique lors de ce qui aurait dû être un week-end de célébration avec leurs amis les plus proches. L'image de ce petit bâtonnet blanc, préservé comme un message dans une bouteille pendant 5 ans, la hantrait longtemps. Le trajet de Monterrey à Carmel-by-the-Sea ne prit que 20 minutes, mais Janine sentait chaque kilomètre peser sur ses épaules. La route côtière serpentait à travers des bosquets de cyprès et longeait des falaises dramatiques où le Pacifique se fracassait contre des rochers ancestraux. Elle avait évité ce trajet pendant 3 ans, depuis la cérémonie commémorative où ils avaient dispersé des fleurs symboliques dans les vagues pour Meredith et David. La maison de plage était située sur un terrain de choix surplombant Carmel Beach, une maison artisanale de 2 étages aux bardeaux de cèdre patinés et aux finitions blanches. Même depuis l'allée, Janine pouvait voir avec quelle méticulosité elle avait été entretenue. Le jardin fleurissait avec les mêmes sauges violettes et coquelicots oranges que Meredith avait plantés, comme figés dans un printemps perpétuel. Harold émergea de la cour latérale avant même qu'elle n'ait coupé le moteur. Dans la 60aine maintenant, le gardien se déplaçait avec la démarche prudente de quelqu'un qui avait passé des décennies à lutter contre les intempéries côtières. Son visage buriné se fendit d'un sourire triste quand il la reconnut. « Mademoiselle Janine ?» dit-il, retirant ses gants de travail. « Ça fait longtemps. »« Bonjour Harold, l'endroit est magnifique. » Il hocha la tête avec une fierté discrète. « Monsieur Marcus Ashford y veille. Me paie régulièrement, chaque mois, comme une horloge. Dit qu'on doit la garder prête, vous savez, au cas où il... » Il s'interrompit, incapable de terminer cette pensée qui, après 5 ans, ressemblait plus à du déni qu'à de l'espoir. « C'est très généreux de sa part, » parvint à dire Janine. « C'est un homme bien, monsieur Ashford, honorant la mémoire de David comme ça. Vient vérifier la maison lui-même parfois, s'assure que tout est exactement comme ils l'ont laissé. Ça ne doit pas être facile pour lui non plus, perdre son meilleur ami et associé comme ça. » Janine tripota la clé dans sa poche, celle qu'elle n'avait jamais eu le cœur de jeter. « J'ai besoin d'entrer, Harold, juste pour un moment. »« Bien sûr, bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. » La porte d'entrée s'ouvrit sur un flot de souvenirs. Le salon restait exactement comme Meredith l'avait décoré. Chic côtier avec des meubles à housses blanches, des accents de bois flottés et ses peintures abstraites d'océan qu'elle avait collectionnées auprès d'artistes locaux. Tout était propre, sans poussière, comme si les occupants venaient juste de sortir faire des courses. Janine traversa les pièces comme un fantôme elle-même. La cuisine avait toujours la collection de verres de mer de Meredith dans un bol sur le comptoir. Le réfrigérateur ronronnait, vide mais fonctionnel. Dans la salle à manger, la table était dressée pour 6. Le dîner qui n'a jamais eu lieu. Elle monta les escaliers, chaque grincement familier mais étrange. La porte de la chambre principale était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, le lit king size était fait avec une précision militaire, les coussins décoratifs disposés exactement comme Meredith l'aurait fait. La pièce sentait légèrement les sachets de lavande, une touche d'Harold pour la garder fraîche. Janine commença par les endroits évidents, table de nuit, dessus de commode. Tout était ordonné, intact. Elle se dirigea vers le dressing où les vêtements de Meredith étaient suspendus en rangées coordonnées par couleur. Passer ses mains le long des tissus lui fit monter les larmes. C'étaient les tenues que sa sœur ne porterait plus jamais. Les chaussures qui ne danseraient jamais à son mariage. Au fond du dressing, une commode intégrée contenait des accessoires. Janine ouvrit tiroir après tiroir, ceintures, lunettes de soleil, boîtes à bijoux, tout parfaitement rangé. Dans le tiroir du bas, sous une pile de foulards en soie, ses doigts trouvèrent quelque chose qui n'y avait pas sa place. Un journal relié en cuir. Le journal de Meredith. Janine le reconnut immédiatement. Elle l'avait offert à sa sœur pour Noël l'année avant sa disparition. Ses mains tremblaient en le portant jusqu'au lit, s'asseyant au bord pour feuilleter les pages. Les entrées commençaient de façon sporadique. Des réflexions sur la planification du mariage, des anecdotes amusantes sur les tentatives culinaires de David.
Mais les entrées de la dernière semaine étaient différentes, plus fréquentes, plus urgentes. Lundi, le test était positif. 3 tests en fait, je devais être sûr. David ne le sait pas encore. Je suis terrifié et ravi et complètement dépassé. Nous avions toujours dit que nous attendrions après le mariage jusqu'à ce que l'entreprise soit plus stable. Mais peut-être que c'est l'univers qui nous dit qu'il est temps. Mardi, David est rentré stressé à nouveau. Encore une dispute avec Marcus à propos de l'expansion. M veut ouvrir des bureaux à Londres et Tokyo dans l'année. Les chiffres me donnent le vertige. Nous devrions tout hypothéquer, faire appel à des investisseurs. David pense que c'est trop et trop vite. Je les ai entendus crier dans le bureau à la maison. Marcus a accusé David de le freiner. David a dit que Marcus se souciait plus de l'argent que de l'amitié. Ils ont été comme des frères pendant si longtemps. Cela les déchire. Mercredi, je n'ai toujours pas parlé à David du bébé. J'attends le bon moment. Peut-être que je suis lâche, mais je veux qu'il soit calme quand il l'apprendra. Pas préoccupé par Marcus et l'entreprise. J'ai commencé à planifier comment l'annoncer au dîner de vendredi. Marcus sera là. Peut-être que la nouvelle du bébé aidera tout le monde à mettre les choses en perspective. La famille d'abord, toujours. Jeudi, entendu David au téléphone avec l'avocat. Il envisage de racheter la part de Marcus ou de se faire racheter lui-même. Mon cœur s'est brisé en l'écoutant. 10 ans à bâtir Innovetech ensemble et maintenant ça. Quand je leur parlerai du bébé demain, peut-être que cela leur rappellera ce qui compte vraiment. David sera un père merveilleux. Je sais qu'il choisira la stabilité pour notre enfant plutôt que les grandes ambitions de Marcus. J'espère juste que Marcus comprendra. La dernière entrée était datée du vendredi matin. C'est pour ce soir. J'ai acheté un petit body qui dit « Bientôt parmi nous ». Je vais le mettre dans une boîte cadeau pour après le dîner. Je prie pour que cela nous rapproche tous au lieu de nous éloigner davantage. David me demande sans cesse pourquoi je suis nerveuse pour un simple dîner entre amis. S'il savait. D'ici demain, tout sera différent. Notre petite famille commence juste au moment où un autre chapitre se termine. La vision de Janine se brouilla, tandis qu'elle photographiait chaque page de ses mains tremblantes. Sa sœur avait été prise entre sa loyauté envers David et ses espoirs pour leur avenir, essayant de naviguer dans la désintégration d'un partenariat commercial qui détruisait une amitié. La grossesse, ce précieux secret, avait été l'offrande de paix espérée par Meredith. Un léger coup à la porte de la chambre la fit sursauter. Harold se tenait dans l'embrasure, l'inquiétude plissant ses traits. « Je vérifie juste si vous avez besoin de quelque chose, mademoiselle Janine. De l'eau? Je pourrais faire du thé ?»« Ça va, Harold. Merci. » Elle ferma le journal, le serrant contre sa poitrine. « Je cherche juste une forme de conclusion. » Il acquiesça de la compréhension dans ses yeux burinés. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai dehors si vous changez d'avis pour ce thé. » Après son départ, Janine resta assise dans le silence de la chambre de sa sœur, le journal pesant dans ses mains. Meredith s'était présentée à ce dîner du vendredi portant non seulement le secret d'une nouvelle vie, mais l'espoir qu'il guérirait la fissure grandissante entre David et Marcus. Au lieu de cela, elle avait disparu dans la nuit, emportant tous ses secrets avec elle. Jusqu'à maintenant. Le bruit de pneus sur le gravier attira l'attention de Janine vers la fenêtre. Une Tesla modèle S noire s'engagea dans l'allée, ses lignes élégantes en décalage avec le cadre rustique de la maison de plage. Elle reconnut immédiatement le conducteur avant même qu'il ne descende. Marcus Ashford émergea de la voiture avec la même assurance dont elle se souvenait, bien que 5 ans aient ajouté des touches de gris à ses cheveux noirs aux tempes. À 38 ans, il présentait toujours une silhouette impressionnante dans son costume bleu marine sur mesure, la richesse décontractée du succès de la Silicon Valley évidente dans chaque détail, de ses chaussures en cuir italien à sa montre en titane. Son visage enregistra une surprise sincère quand il l'aperçut à travers la fenêtre. Au moment où elle atteignait la porte d'entrée, il gravissait déjà les marches du Porsche, les bras tendus. « Janine, mon Dieu, je n'avais aucune idée que vous étiez en ville. » Son étreinte était chaleureuse, l'enveloppant d'une eau de Cologne coûteuse et de ce qui semblait être une affection sincère. Harold m'a envoyé un message disant que quelqu'un était à la maison. Je pensais que c'était peut-être l'agent immobilier. J'ai eu quelques demandes au fil des ans. « Bonjour Marcus. » Elle recula étudiant son visage. Le charme juvénile qui avait fait de lui un entrepreneur si prospère s'était transformé en quelque chose de plus raffiné, bien que ses yeux sombres conservent la même intensité dont elle se souvenait. « Entrez, je vous en prie. J'étais juste... » Elle fit un geste vague vers l'intérieur. « Bien sûr, je ne veux pas m'imposer, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Il la suivit à l'intérieur, son regard balayant l'espace familier. « Mon Dieu, c'est comme remonter le temps, n'est-ce pas? C'est justement pourquoi je suis ici. » Janine s'installa sur le canapé et Marcus prit le fauteuil en face d'elle. Il y a eu un développement. Un plongeur a trouvé le téléphone de Meredith ce matin dans un étui étanche près du récif. Marcus resta très immobile. « Son téléphone? Avec autre chose ?» Janine observe attentivement son visage. « Un test de grossesse? » « Quoi ?» La surprise semblait authentique, sa main se portant à sa poitrine. Meredith était enceinte? Il semblerait. La police rouvre l'enquête.
Marcus se pencha en arrière, passant une main dans ses cheveux dans un geste dont elle se souvenait des années auparavant lorsqu'il traitait des informations difficiles. Bon sang, je n'en avais aucune idée, elle n'a jamais rien dit. Voulez-vous de l'eau ? Proposa Janine, ayant elle-même besoin d'un moment. Allons sur la terrasse, j'ai besoin d'air. Ils sortirent, où le soleil de l'après-midi peignait l'océan de teintes turquoise et bleu marine. Le mobilier de terrasse restait comme il avait toujours été. L'ensemble en teck, où ils avaient partagé tant de repas, les chaises longues, confortables, où Meredith aimait lire. Marcus se tenait à la balustrade, les mains agrippant le bois patiné. Ce week-end devait être une célébration. Nous venions de décrocher le contrat Techsoft, la plus grosse affaire de l'histoire de notre entreprise. David et moi avions travaillé 18 heures par jour pendant 2 mois pour le conclure. Il vous avait parlé du dîner ? Bien sûr, Meredith avait tout planifié. Elle a dit qu'elle avait aussi quelque chose de spécial à annoncer, mais j'ai supposé que c'était à propos du lieu du mariage ou quelque chose comme ça. Il se tourna vers elle, s'appuyant contre la balustrade. J'ai conduit depuis la ville ce vendredi soir. Je suis arrivé vers 7h30. Les lumières étaient allumées, les 2 voitures dans l'allée. J'ai frappé, sonné, pas de réponse. C'est étrange, c'est ce que j'ai pensé. Mais les clés de voiture de David n'étaient pas sur le crochet près de la porte où il les laissait toujours. Alors j'ai supposé qu'ils étaient en sortie. Peut-être avaient-ils décidé de célébrer d'abord entre eux, de dîner en amoureux avant la fête. Il sourit tristement. Ils étaient comme ça, vous savez, ils agissaient toujours comme des jeunes mariés, même après 3 ans ensemble. Alors vous êtes partis ? J'ai attendu jusqu'à 9h. J'ai essayé d'appeler leurs 2 téléphones, pas de réponse. Je leur ai envoyé un message pour qu'ils m'appellent à leur retour. J'ai dîné en ville, pensant les voir le lendemain matin. Sa voix devint plus basse. Samedi, j'avais des réunions en ville. J'ai envoyé un message à David pour notre partie de golf du dimanche. Nous avions une réservation permanente à Pebble Beach. Quand il n'a pas répondu dimanche matin, je me suis inquiété. C'est là que vous avez appelé la police ? J'ai d'abord conduit jusqu'ici. Tout semblait normal, sauf qu'il n'était pas là. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. David n'aurait jamais manqué le golf sans me prévenir. Jamais. Il fit une pause, fixant l'océan. La police a dit d'attendre 24 heures, mais j'ai insisté. Heureusement d'ailleurs, cette tempête est arrivée dimanche soir. Janine le rejoignit à la balustrade. J'ai trouvé le journal de Meredith. Elle écrivait qu'elle prévoyait d'annoncer la grossesse lors de ce dîner. Elle espérait que cela aiderait à apaiser les tensions entre vous et David concernant l'expansion de l'entreprise. La mâchoire de Marcus se crispa presque imperceptiblement. Que voulez-vous dire ? Elle a écrit à propos de disputes, de désaccords concernant l'endettement pour une expansion internationale. Il secoua lentement la tête. Meredith ne m'a jamais parlé d'une grossesse. Mais mon Dieu, quelle tragédie! Le bébé aussi. Sa voix se brisa. Si j'avais su, si elle me l'avait dit ce soir-là, quelque chose dans sa formulation fit hésiter Janine, mais elle ne pouvait identifier ce qui semblait discordant. L'émotion semblait réelle, le regret authentique. Je suis désolé, poursuivit Marcus. Cela doit être incroyablement difficile pour vous. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Une façon dont je puisse aider? Je ne sais pas encore. Je suis encore en train d'assimiler tout ça. Je veux que vous sachiez, dit-il, se tournant pour lui faire pleinement face, j'ai essayé d'honorer leur mémoire. L'entreprise prospère. Nous avons effectivement développé notre présence à l'international comme je l'avais prévu. Mais je n'ai jamais oublié qu'elle a été construite sur les fondations de David aussi. J'ai même créé la fondation Meredith et David. Elle offre des bourses aux jeunes entrepreneurs. C'est très généreux. C'est ce qu'ils auraient voulu. Il consulta son téléphone. Écoutez, je suis en ville toute la semaine pour des réunions. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, quelqu'un à qui parler, de l'aide, pour des arrangements, n'importe quoi, appelez-moi. Harold a mon numéro. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Janine se surprit à l'étudier. L'homme d'affaires prospère, l'ami endeuillé, le gardien de leur mémoire, toutes les pièces s'emboîtaient et pourtant quelque chose la tracassait, un instinct qu'elle ne pouvait nommer. Merci Marcus, pour tout ce que vous avez fait ici. Il s'arrêta sur le seuil. Ils étaient de ma famille. C'est le moins que je puisse faire. Après que sa Tesla eut disparu sur la route côtière, Janine resta sur la terrasse regardant les vagues se briser contre les rochers où sa sœur aimait se promener. Marcus Ashford avait donné toutes les bonnes réponses, montré toutes les émotions appropriées. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir assisté à une représentation? La marina s'étendait devant Janine comme une forêt de mâts et de gréements, le soleil de l'après-midi miroitant sur l'eau entre les emplacements de bateaux. Elle avait besoin de s'éclaircir les idées après la rencontre troublante avec Marcus, d'assimiler tout ce qu'elle avait appris. L'odeur familière d'eau salée et de diesel lui rappelait les étés passés ici avec Meredith, apprenant à naviguer sur le petit Catalina de leur père. Elle passa devant le bureau du maître de port en direction de la jetée publique où les touristes nourrissaient les mouettes et les pêcheurs tentèrent leur chance. Le restaurant du Yacht Club se trouvait au bout de la jetée, ses auvents bleus et blancs flottant dans la brise. À travers les fenêtres, elle pouvait voir les serveurs préparer le service du dîner.
Excusez-moi, mademoiselle Janine ?» Une femme avait émergé de l'entrée latérale du restaurant portant le pantalon noir et la chemise blanche du personnel de service. Elle était dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants tirés en un chignon serré et des yeux nerveux qui ne cessaient de scruter le parking. « Oui, je suis Elena, la femme d'Harold. » La femme s'approcha baissant la voix. « J'ai entendu dire que vous étiez en ville. Harold me l'a dit au déjeuner. J'ai voulu parler à quelqu'un pendant des années, mais Harold me l'a interdit. Il disait que ce n'était pas notre affaire. » « Parler de quoi ?» Elena jeta un nouveau regard autour d'elle, puis entraîna Janine derrière une remorque à bateau, hors de vue depuis la route. « Cette nuit-là, la nuit où votre sœur a disparu, je fermais le restaurant, nous avions eu une réception de mariage qui s'était prolongée. Il devait être près de 2 heures du matin quand je marchais vers ma voiture. » Le pouls de Janine s'accéléra. « Qu'avez-vous vu ?»« Le bateau de Monsieur Ashford, son grand cabin cruiser. Je l'ai vu quitter le quai privé près de la maison de plage de votre sœur. Les feux de navigation étaient allumés et je pouvais voir quelqu'un à la barre. Cela m'a semblé étrange, vous savez ? Pourquoi étrange ? Parce que plus tôt dans la soirée, vers 9h30, Monsieur Ashford était venu au bar du restaurant. Il avait bu un whisky, s'était plaint au barman que David et Meredith lui avaient fait faux bond pour le dîner. Il a dit qu'il avait attendu mais qu'ils avaient dû sortir. Mais ensuite, voilà son bateau quittant leur quai à 2h du matin. Janine sentit un frisson malgré l'après-midi chaud. « L'avez-vous dit à quelqu'un ?» Le visage d'Elena se froissa. « Je voulais le faire. Quand la police enquêtait, je voulais dire quelque chose, mais Harold ?» Elle jeta un nouveau regard vers le parking. « Monsieur Ashford paie le salaire d'Harold. Depuis des années. Il a été bon pour nous a aidés quand Harold a eu besoin d'une opération, nous a accordé des prêts quand les temps étaient durs. Harold a dit que je devais me tromper, qu'il faisait sombre, que cela pouvait être n'importe quel bateau. Mais vous êtes sûr que c'était le sien ? Je connais les bateaux, mademoiselle Janine. Mon père était pêcheur. C'était bien le ciré de Monsieur Ashford, sans aucun doute. Sa façon de reposer sur l'eau, cette bande bleue distinctive. » Sa voix baissa jusqu'à devenir à peine un murmure. « Mais que pouvais-je dire ? Que j'avais vu son bateau sortir tard ? Peut-être qu'il était allé pêcher de nuit. Peut-être qu'il était revenu vérifier qu'ils allaient bien. Harold a dit que si je créais des problèmes à Monsieur Ashford sans preuve de méfaits, nous perdrions tout. » Un camion entra dans le parking et le visage d'Elena devint livide. « C'est Harold, je dois y aller. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je vous ai parlé. C'est un homme bien, juste protecteur de notre sécurité. » Elle se précipita vers le restaurant, disparaissant à l'intérieur juste au moment où la camionnette d'Harold se garait près du bureau de la marina. Janine resta figée, derrière la remorque à bateau, l'esprit en ébullition. Marcus avait menti sur son départ à 9h. Il avait été au quai de la maison de plage à 2h du matin, des heures après que Meredith et David avaient supposément disparu. Avant de pouvoir hésiter, Janine monta dans sa voiture et conduisit la courte distance jusqu'à Cannery Row. Marcus avait mentionné son hangar à bateau là-bas lors d'une de leurs conversations passées, quand lui et David prévoyèrent d'acheter un plus grand bateau pour recevoir des clients. Le front de mer historique avait été transformé des usines de sardines de Steinbeck en boutiques touristiques et restaurants, mais quelques hangars à bateaux fonctionnels restaient à l'extrémité. Elle trouva facilement celui de Marcus, une structure plus récente avec Ashford Marine, peint sur un panneau discret. Les portes principales étaient de fermées, mais une entrée latérale était légèrement entr'ouverte. Janine la poussa, appelant « Marcus, il y a quelqu'un ?» L'intérieur était sombre, éclairé par des fenêtres hautes sur les murs. L'espace était organisé et propre, des râteliers d'outils le long d'un mur, des pièces de bateau rangées sur des étagères, un établi avec de l'équipement d'entretien. Son cabin cruiser n'était pas là, probablement amarré à la marina. Dans le coin, elle remarqua une pile de bâches industrielles, du genre utilisé dans la construction. Plusieurs conteneurs d'un gallon s'alignaient sur l'étagère au-dessus, leurs étiquettes décolorées, mais l'odeur d'eau de javel reconnaissable même de l'autre côté de la pièce. Son estomac se noua. « Janine ?» Elle se retourna brusquement. Marcus se tenait dans l'embrasure par laquelle elle était entrée, l'air perplexe mais pas alarmé. « Je suis désolée, balbutia-t-elle. La porte était ouverte et je pensais... Je voulais vous remercier encore pour l'entretien de la maison. » Il sourit, passant devant elle pour allumer les lumières du plafond. « Pas besoin de vous excuser. Je devrais garder cette porte fermée à clé. Mais les gars de maintenance entrent et sortent de toute la journée. » Il remarqua qu'elle regardait les bâches et les produits de nettoyage. « Collection impressionnante, n'est-ce pas ? L'entretien des bateaux est plus salissant que la plupart des gens ne le réalisent. Ces bâches semblent de qualité industrielle. Elles doivent l'être. » Il s'approcha et souleva un coin de l'une d'elles, montrant son épaisseur. Quand vous nettoyez du poisson ou travaillez sur la coque, les bâches ordinaires ne suffisent pas. Le sang, les viscères de poisson, la peinture anti-fouling, tout pénètre les matériaux normaux. Celle-ci protège le pont et le quai. Et l'eau de javel ? Il rit. Un son naturel qui la fit se sentir idiote pour ses soupçons. La bataille éternelle contre l'odeur de poisson et la moisissure.
Vous sortez pêcher, ramenez vos prises, et si vous ne désinfectez pas tout immédiatement, votre bateau sent la poissonnerie pendant des semaines. Je l'ai appris à mes dépens. Il fit un geste vers un coin où des cannes à pêche se dressèrent dans un support, des boîtes à leurre soigneusement rangées en dessous. Je me suis davantage intéressé à la pêche en haute mer depuis que David n'est plus là. Il voulait toujours attraper les gros, marlins, thons. Je le fais maintenant un peu en sa mémoire. C'est gentil, parvint à dire Jeannine, se sentant de plus en plus mal à l'aise d'avoir fouiné. En fait, dit Marcus, son visage s'illuminant, pourquoi ne venez-vous pas avec moi demain ? La météo devrait être parfaite, et je pourrais utiliser la compagnie. Nous pourrions parler de Meredith et David, partager de bons souvenirs, parfois être sur l'eau aide. J'y réfléchirai, sans pression, mais l'offre tient. Il jeta un coup d'œil à sa montre. J'ai une conférence téléphonique dans 20 minutes, mais je vous en prie, n'hésitez pas à regarder autour si vous le souhaitez. Tirez simplement la porte en partant. Après son départ, Jeannine resta dans le hangar à bateau, essayant de concilier ce qu'elle avait appris. Elena avait vu son bateau à 2 heures du matin. Mais voici la preuve d'un pêcheur passionné qui aurait des raisons légitimes pour des sorties nocturnes en bateau, pour des bâches lourdes et des nettoyants industriels. Chaque élément suspect avait une explication raisonnable. Elle tira la porte derrière elle et retourna à sa voiture, plus confuse que jamais. Était-elle si désespérée de trouver des réponses qu'elle voyait des intentions sinistres là où il n'y en avait pas ? Ou Marcus Ashford était-il exactement ce qu'il semblait être ? Un homme qui a réussi et qui a perdu son meilleur ami et associé, essayant maintenant d'honorer leur mémoire tout en poursuivant les passe-temps qu'ils avaient partagés. Ces questions l'accompagnèrent tandis qu'elle retournait à son hôtel, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur la baie de Monterey. Marcus se dirigea vers la porte du hangar puis s'arrêta, se tournant vers Jeannine avec une énergie soudaine. « Vous savez quoi ? Le temps est parfait maintenant, mer calme, bonne visibilité. Pourquoi n'irions-nous pas jusqu'à l'endroit où ils ont trouvé le téléphone ? Peut-être que nous repérerons quelque chose d'autre que le plongeur a manqué. » Maintenant, Jeannine jeta un coup d'œil vers le port où les bateaux se balançaient doucement dans leurs emplacements. « Pourquoi pas ? J'ai tout mon équipement de plongée ici, et la lumière de l'après-midi est idéale pour la visibilité sous-marine. Je peux plonger pendant que vous manœuvrez le bateau. Vous avez toujours votre permis, n'est-ce pas ? De toutes ces étés où votre père vous a appris, à vous et Meredith, à naviguer ? Oui, mais je n'ai pas été sur l'eau depuis des années. C'est comme faire du vélo. Le ciré se conduit presque tout seul. Son enthousiasme semblait authentique, presque enfantin. Écoutez, j'en ai besoin aussi, Jeannine. David était mon meilleur ami, mon frère à tout sauf le sang. S'il y a la moindre chance de trouver plus d'indices, ou même... Il s'arrêta, avalant difficilement. Même de les retrouver, de les ramener dignement, je dois essayer. L'émotion brute dans sa voix dissipa son hésitation. D'accord, oui, allons-y. Fantastique. Je vais prendre l'équipement de plongée. Le bateau est à l'emplacement 47, juste après le Yacht Club. J'ai quelques documents dans ma voiture, dit Jeannine, se souvenant du dossier qu'elle avait impulsivement pris dans le bureau de la maison de plage. Des papiers de la maison que je n'ai pas encore examinés. Ça vous dérange si je les apporte ? Bien sûr que non. Prenez votre temps. Jeannine récupéra son sac fourre-tout dans la voiture, y fourrant le dossier Manila avec sa bouteille d'eau et sa veste. Le soleil de fin d'après-midi réchauffait ses épaules tandis qu'elle marchait vers la marina, essayant de calmer le mélange d'anticipation et de malaise qui tourbillonnait dans son estomac. Le bateau de Marcus était impressionnant, un cabin cruiser Sea Ray de 32 pieds avec un flying bridge, une coque blanche impeccable accentuée par cette bande bleue distinctive qu'Elena avait mentionnée. Il était déjà à bord, organisant l'équipement de plongée sur le pont arrière. « Bienvenue à bord du Second Chance » appela-t-il, lui tendant la main pour l'aider à monter sur le bateau. David m'a aidé à le nommer. Il disait que tout le monde mérite une seconde chance pour réaliser ses rêves. L'ironie n'échappa pas à Jeannine alors qu'elle installait son sac fourre-tout dans la cabine et se familiarisait avec les commandes. Marcus se préparait efficacement au départ, ses mouvements expérimentés et confiants. En quelques minutes, ils sortirent du port, la marina s'éloignant derrière eux. « Les coordonnées sont déjà dans le GPS, dit Marcus, pointant vers l'écran de navigation, à environ 1 mile au large, près de Pescadero Point. Pouvez-vous prendre la barre pendant que je prépare l'équipement de plongée ?» Jeannine prit la barre, la sensation familière d'un bateau répondant à son toucher, ramenant des souvenirs doux amers. L'océan était effectivement calme, avec de douces houles que le ciré fendait sans effort. Marcus s'affairait avec les bouteilles et les régulateurs, appelant occasionnellement pour des corrections de cap. « Ça vous dérange de reprendre pendant quelques minutes ?» demanda Jeannine quand ils furent à mi-chemin de leur destination. « Je veux examiner ces papiers pendant que nous avons une bonne lumière. »« Bien sûr, prenez votre temps. » Elle descendit dans la cabine, reconnaissante pour son intérieur spacieux. Les documents s'étaient de déplacer dans son sac pendant la marche, et elle les étala soigneusement sur la table de navigation.
La plupart étaient routiniers, factures de services publics, relevés d'impôts fonciers, documents d'assurance. Mais près du fond, elle trouva une proposition reliée avec le logo d'Innovatech sur la couverture. Initiative d'expansion stratégique était inscrit sur la couverture, datée de seulement 3 semaines avant la disparition de Meredith et David. Janine l'ouvrit, parcourant le résumé exécutif. L'ampleur était à couper le souffle. Des bureaux à Londres, Tokyo, Singapour et Sao Paulo dans les 18 mois. Des revenus projetés qui semblaient de fantastiques. Des investissements d'infrastructures qui faisaient frémir son esprit de comptable. En tournant les pages, elle trouva l'écriture de David dans les marges. Son écriture soignée montrait une inquiétude croissante à chaque section. Trop agressif pour le flux de trésorerie actuel. Qu'en est-il de nos clients existants? Ce calendrier est impossible sans sacrifier la qualité. Les projections financières lui donnèrent le vertige. 3 millions de capital liquide requis dans les 6 mois justes pour le bureau de Londres. 5 millions supplémentaires pour les opérations Asie-Pacifique dans l'année. Les risques étaient énormes, le genre qui pourrait détruire une entreprise si même un seul marché ne se matérialisait pas. Mais c'est la dernière page qui fit trembler ses mains. La restructuration proposée de la propriété était claire dans ses implications. Si Marcus fournissait le capital d'expansion, sa participation passerait de 50 à 70%. David deviendrait un associé minoritaire dans l'entreprise qu'il avait cofondée. D'autres notes dans l'écriture de David remplissèrent les marges, pas ce dont nous avions convenu. Besoin de penser à l'avenir, ne peut pas tout risquer maintenant. Et enfin, au bas, entouré 2 fois, la famille d'abord. Janine s'affaissa sur la banquette de la cabine, les papiers tremblants dans sa main. David avait été prêt à s'éloigner des grandes ambitions de Marcus. Et si Meredith avait annoncé sa grossesse ce soir-là, cela aurait cimenté sa décision. Leur enfant aurait été la priorité « famille d'abord » de David. La raison finale de choisir la stabilité plutôt que l'expansion risquée de Marcus. Pour Marcus, cela aurait signifié la destruction de tout ce pourquoi il avait travaillé. Sa vision pour l'avenir d'Innovatech, ses rêves de construire un empire mondial, tout s'effondrant parce que son partenaire choisissait la paternité plutôt que l'ambition. « Tout va bien là-bas » appela Marcus d'en haut. « Ça va » parvint à dire Janine, rassemblant hâtivement les papiers. « Je termine juste. » Elle remit les documents dans son sac, essayant de stabiliser sa respiration. Envisageait-elle vraiment que Marcus, le meilleur ami de David, l'homme qui entretenait leur mémoire, aurait pu leur faire du mal? Les preuves étaient au mieux circonstancielles. Un bateau vu tard dans la nuit, des désaccords commerciaux, des pressions financières, mais les coïncidences s'accumulaient comme des nuages d'orage à l'horizon. Marcus avait menti sur le moment de son départ. Il avait les moyens, un bateau, ses bâches industrielles, l'eau de Javel. Il avait le mobile, des millions de dollars et l'ambition de sa vie en jeu. Et il avait l'opportunité, un accès de confiance à la maison, à David et Meredith. Janine remonta sur le pont, se forçant à paraître calme. Marcus se tenait à la barre, le site de plongée approchant sur le GPS. « Trouvez quelque chose d'intéressant » demanda-t-il, jetant un coup d'œil en arrière. « Juste de vieilles factures et des papiers d'assurance » mentit-elle, prenant position près des commandes. « L'eau semble parfaite, dit-il, tendant déjà la main vers sa combinaison. Avec un peu de chance, nous pourrions trouver quelque chose qui vous apportera une conclusion. » Alors qu'il s'équipait, Janine agrippait la barre et fixait l'océan qui avait supposément emporté sa sœur. L'homme qui se préparait à plonger dans ces eaux était soit un ami endeuillé, essayant d'aider, soit quelque chose de bien plus sinistre. La terrible incertitude de ne pas savoir lequel la faisait se sentir plus seule que jamais, même entourée par l'immense Pacifique. Elle pensa au journal de Meredith, à l'espoir de sa sœur qu'une annonce de bébé guérirait la fissure entre partenaires. Au lieu de cela, avait-elle scellé leur destin ? Les questions tournoyaient comme les oiseaux marins au-dessus, n'offrant aucune réponse, seulement le poids croissant du soupçon qui pesait contre sa poitrine, comme les profondeurs océaniques en dessous. Le GPS bipa, indiquant qu'ils avaient atteint les coordonnées. Marcus coupa le moteur et se déplaça vers la proue pour déployer l'ancre. Le bateau s'installa dans un doux roulis avec les houles, à environ 1 mile au large où l'eau passait du vert côtier au bleu plus profond. « Conditions parfaites » dit Marcus, retournant à la plateforme de plongée. Il sortit sa combinaison du sac d'équipement, la secouant. La visibilité devrait être d'au moins 12 mètres là-dessous. Janine le regardait se préparer, ses nerfs tendus à l'extrême. Les documents commerciaux pesaient sur son esprit comme l'encre qui les maintenait en place. Elle devait savoir, devait sonder prudemment. « J'ai effectivement trouvé quelque chose d'intéressant dans ces papiers », dit-elle, gardant un ton de conversation. « Des documents commerciaux, des plans d'expansion pour Innovatech. » Les mains de Marcus s'immobilisèrent sur la fermeture éclair de la combinaison. Le changement fut instantané et complet. L'ami chaleureux et serviable disparut comme le brouillard se dissipant au soleil. Quand il se tourna pour lui faire face, ses yeux étaient devenus froids et durs. « Vous ne pouviez pas laisser tomber.
Sa voix était calme, presque triste. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Janine essaya de maintenir une expression de confusion innocente, mais son cœur martelait contre ses côtes. « Ne faites pas ça. » Il s'éloigna de l'équipement de plongée, l'étudiant avec le regard calculateur d'un prédateur reconnaissant sa proie. « Je peux le voir dans vos yeux, Janine. Vous avez compris la façon dont vous me regardez depuis que vous êtes remontée de la cabine, la façon dont vos mains tremblent en ce moment. » Elle recula instinctivement vers la radio montée près de la barre. Marcus se déplaça plus vite qu'elle ne s'y attendait, traversant le pont en deux enjambées et arrachant le combiné de la radio de son support. Avec une efficacité expérimentée, il arracha les fils de connexion, rendant le système de communication inutilisable. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit-il, jetant l'équipement endommagé par-dessus bord. Du sac de plongée, il sortit quelque chose qui glaça le sang de Janine. Un pistolet compact qu'il maniait avec une familiarité inquiétante. « Asseyez-vous !» Il fit un geste vers la banquette. « Les mains où je peux les voir ?» L'esprit de Janine passa en revue les options. Ils étaient à 1 mile du rivage. Pas de radio. Personne ne savait qu'elle était ici avec lui. Alors qu'elle s'exécutait, elle glissa sa main dans la poche de sa veste, trouvant son téléphone. Tout en gardant l'autre main visible et son langage corporel soumis, elle chercha la combinaison de boutons latéraux qui déclencherait le SOS d'urgence. 5 pressions rapides. Le téléphone vibra légèrement, confirmant l'activation. Les gardes-côtes surveillaient ses signaux de détresse GPS. Du moins, elle priait pour que ce soit le cas. « Les 2 mains sur vos genoux », ordonna Marcus. Elle obéit, laissant le téléphone dans sa poche. Quelques secondes plus tard, il sembla s'en souvenir. « Votre téléphone, sortez-le lentement et faites-le glisser sur le pont. » D'une main tremblante, elle sortit le téléphone et le fit glisser vers lui. Il le ramassa et, sans même jeter un coup d'œil à l'écran, le jeta par-dessus bord où il disparut dans les profondeurs bleues. « Quel dommage !» dit-il, s'installant sur la banquette opposée tout en gardant l'arme pointée sur elle. « Je vous aimais bien, en fait, Janine. Vous avez toujours été l'intelligente de la famille, mais aussi celle qui savait quand rester à l'écart. Vous auriez dû continuer ainsi. Marcus, je ne comprends pas. Arrêtez. » Il secoua la tête. « Nous avons dépassé ce stade maintenant. Vous voulez savoir quelque chose d'ironique ? Je pensais que vous emmener ici m'aiderait à dissiper les soupçons. Réfléchissez. Qui emmènerait quelqu'un plonger pour chercher des corps s'il était le meurtrier ? C'est comme revenir sur la scène du crime avec un témoin, complètement illogique. » Un rire dur lui échappa. « Mais je vous ai sous-estimé. Je ne savais pas que vous étiez si intelligente, que vous me soupçonneriez encore malgré une indication aussi évidente d'innocence. J'aurais dû me rappeler, vous avez toujours été l'analytique. Meredith était tout cœur, mais vous réfléchissez à tout. Marcus, s'il vous plaît. C'est malheureux pour vous maintenant. » Sa voix portait une note de regret sincère. « Très malheureux pour vous, mais pas pour moi. Je suis allé trop loin pour laisser quiconque détruire ce que j'ai construit. Même quelqu'un que je considérais autrefois comme de la famille. » Le bateau se balançait doucement dans les houles. L'océan paisible contrastant fortement avec l'horreur qui se déroulait sur le pont. Quelque part au loin, un oiseau marin criait. Janine gardait sa respiration régulière, s'accrochant à l'espoir que son SOS avait été reçu, que de l'aide arrivait. Mais alors que Marcus ajustait sa prise sur l'arme, son expression se fixant en une détermination sombre, elle savait que son temps était dangereusement court. Marcus s'adossa contre le bastingage, le pistolet stable dans sa main. Ses yeux avaient pris une qualité distante, comme s'il regardait au-delà de Janine vers cette nuit d'il y a 5 ans. « Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Très bien, vous méritez au moins cela avant ?» Il s'interrompit, puis se redressa. « Ce vendredi soir, je suis arrivé exactement quand j'ai dit que je l'avais fait. 7h30. J'avais même apporté une bouteille de Château Margaux, millésime 2005, $2000. Rien que le meilleur pour célébrer le contrat Techsoft. » Janine restait figée sur la banquette, consciente de chaque léger mouvement de l'arme. « Ils étaient là si heureux de me voir, » poursuivit Marcus. Meredith avait préparé sa fameuse paella aux fruits de mer. David m'a donné une tape dans le dos, a dit que nous allions conquérir le monde ensemble. Nous étions assis là, dans leur salle à manger, portant un toast à notre succès. Sa voix prit une tonalité amère. Puis, pendant le plat principal, Meredith s'est levée. Elle a dit qu'elle avait une annonce à faire. Je pensais que peut-être ils avaient enfin fixé une date de mariage, mais non. Elle a posé sa main sur son ventre et nous a dit qu'elle était enceinte. 8 semaines. Le bateau se balançait doucement et Marcus ajusta sa position sans jamais laisser l'arme vaciller. Vous auriez dû voir le visage de David. C'était comme si quelqu'un l'avait illuminé de l'intérieur. Il a bondi, l'a prise dans ses bras, la faisant tournoyer là, dans la salle à manger. Quand il l'a reposée, il parlait déjà de l'avenir. Comment cela changeait tout ? Comment il voulait construire quelque chose de stable, quelque chose de local. Un héritage pour son enfant, disait-il. La mâchoire de Marcus se crispa. J'étais assis là, regardant tout le travail de ma vie s'effondrer, des années de journées de 18 heures, de sacrifices, de construire InnovateTech à partir de rien. Les plans d'expansion qui nous auraient rendus géants de l'industrie, disparus, à cause d'une grossesse non planifiée. Alors vous les avez tués ?
La voix de Janine sortit comme un murmure. Je suis venu préparer pour plusieurs issues ce soir-là. Son ton était maintenant pragmatique, comme s'il discutait d'une transaction commerciale. Dans la poche de ma veste, j'avais une petite fiole de cyanure. Incolore, inodore, parfait. Je l'avais en fait apporté au cas où les négociations se passeraient mal, au cas où David refuserait complètement l'expansion. Un dernier recours. Il bougea légèrement, le soleil de fin d'après-midi projetant son ombre sur le pont. Ils étaient tellement heureux qu'ils ont à peine remarqué quand je suis allé à la cuisine pour aider avec le dessert. Meredith avait fait un tiramisu. Pendant qu'ils étaient dans la salle à manger, encore rayonnant de leurs nouvelles, j'ai versé 3 verres de vin de dessert. Le cyanure est allé dans 2 d'entre eux. L'estomac de Janine se nouait. « Vous les avez empoisonnés pendant leur célébration ?» J'ai proposé un dernier toast. « Au nouveau commencement », ai-je dit, « à l'avenir ». Un rire creux lui échappa. Ils sont morts en quelques minutes, rapides, relativement sans douleur, ils se tenaient la main quand c'est arrivé. Au moins je leur ai donné ça. Le caractère désinvolte de sa confession la rendait encore plus horrible. Il parlait du meurtre comme d'autres pourraient discuter d'une décision d'affaires difficile. Le reste était de la logistique, continua-t-il. J'avais des bâches dans mon bateau, les mêmes bâches industrielles que vous avez vues au hangar. Je les ai soigneusement enveloppées, utilisé des poids de plongée de mon équipement pour assurer qu'ils couleraient. Je les ai chargés sur le bateau en utilisant le chariot du quai. Il était passé minuit à ce moment-là, pas de lune, conditions parfaites. Vous les avez jetés dans l'océan. 120 mètres de profondeur, 3 kilomètres au-delà du récif. Aucun plongeur récréatif ne va aussi profond. Les courants là-bas disperseraient sur toute preuve. J'ai passé 3 heures à nettoyer cette maison avec de l'eau de Javel. Chaque surface, chaque verre, chaque trace de ce dîner, faisant croire qu'ils avaient simplement disparu. Marcus sortit de la poche de sa veste de sa main libre une petite fiole en verre remplie d'un liquide clair. Le même lot, en fait. J'en garde toujours sur moi. On ne sait jamais quand un problème pourrait nécessiter une solution permanente. Vous êtes fou. Je suis pragmatique. Il leva la fiole, regardant le liquide bouger à l'intérieur. Maintenant, c'est votre tour, Janine. Une fois que vous aurez disparu, personne ne saura jamais. Votre téléphone est au fond de l'océan. La radio est détruite. Pour autant que quiconque sache, vous êtes retourné à San Francisco après avoir visité la maison de plage. Une autre tragédie pour la famille Caldwell. Des gens nous ont vus partir ensemble. Harold, Elena, Harold m'a vu partir seul. Je lui dirai que vous avez décidé de ne pas venir. Elena, il haussa les épaules. Elle a appris à tenir sa langue. Buvez-le. Il tendit la fiole vers elle, l'arme toujours stable dans son autre main. Les yeux de Janine se tournèrent brièvement vers l'horizon, où elle aperçut une tache blanche et orange, un garde-côte, encore distant mais s'approchant rapidement. Son SOS avait fonctionné. Marcus capta son regard et se retourna pour voir. Le navire des garde-côtes était maintenant clairement visible, peut-être à 10 minutes, mais se rapprochant rapidement. Bon sang. Il se retourna vers elle, son calme apparent se fissurant. Buvez-le maintenant. Quand vous aurez disparu, il n'y aura pas de preuves, pas de témoignages, juste la parole d'un ami endeuillé qui a essayé d'aider à chercher des corps. Alors qu'il se retournait pour vérifier à nouveau la progression des garde-côtes, Janine vit sa seule chance. Elle se jeta en avant, saisissant l'arme. Marcus réagit instantanément, sa force supérieure évidente alors qu'il luttait sur le pont mouillé. La fiole s'envola, se brisant contre le bastingage. « Espèce d'idiote !» Il la plaqua contre le pont, l'immobilisant de son poids. L'arme avait glissé au loin dans leur lutte, mais ses mains trouvèrent sa gorge. Janine griffait ses bras, sa vision commençant à se brouiller. Il la traînait vers le bastingage, déterminé à la jeter par-dessus bord. L'océan attendait en dessous, prêt à réclamer une autre victime. Le bruit de puissants moteurs devint plus fort. Marcus leva les yeux pour voir le garde-côte foncer sur eux, des officiers visibles sur le pont. Il relâcha Janine et plongea vers l'arme, mais elle réussit à l'éloigner d'un coup de pied. « Garde-côte, arrêtez ce que vous faites et levez les mains !» La voix amplifiée résonna sur l'eau. En quelques instants, des officiers descendaient en rappel sur le ciré, armes dégainée. Marcus fit une dernière tentative désespérée pour attraper l'arme, mais un officier le plaqua sur le pont. « Non, vous ne comprenez pas !» cria Marcus alors qu'il le menottait. « Elle ment, j'essayais d'aider. Nous cherchions des corps !» Exclamation marquée. D'autres officiers envahirent le bateau, l'un s'occupant immédiatement de Janine tandis que d'autres maîtrisaient le Marcus. Ils continuaient à se débattre, alternant entre des affirmations d'innocence et une rage incohérente. « Monsieur, arrêtez de résister !» ordonna un officier alors qu'il le maîtrisait. « 5 ans !» hurla Marcus. « 5 ans, j'ai construit cette entreprise. Ils allaient tout détruire. Vous ne comprenez pas ce que j'ai sacrifié ?» Alors qu'il le traînait vers le navire des garde-côtes, ses yeux rencontrèrent ceux de Janine une dernière fois. L'homme d'affaires calculateur avait disparu, remplacé par quelque chose de sauvage et désespéré. « Vous auriez dû rester à l'écart, dit-il. Vous auriez dû laisser tomber. »
Puis il disparut, transféré sur le garde-côte en détention, et Janine resta assise sur le pont de son bateau, tremblante mais vivante, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon du Pacifique. Les urgences de l'hôpital général de Monterrey sentaient l'antiseptique et la cire pour solde. Janine était assise sur la table d'examen pendant qu'une infirmière documentait soigneusement les ecchymoses qui se formaient sur sa gorge et ses bras. Le détective Flores se tenait à proximité, son carnet sorti, patient mais impatient d'entendre sa déposition. « Les gardes-côtes confirment qu'ils ont reçu votre SOS d'urgence, dit-il. Bonne idée de l'avoir déclenché sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Le GPS de votre téléphone les a menés directement à vous. » Janine acquiesça, grimaçant alors que l'infirmière appuyait sur un endroit particulièrement sensible. Sa voix sortait rauque après la tentative d'étranglement de Marcus. Je l'ai pressé quand il m'a dit de m'asseoir. Il était concentré sur l'arme. Vous pourrez faire votre déposition complète quand vous serez prête. Pas de précipitation. Mais Janine avait besoin de parler, besoin de purger l'horreur de ce qu'elle avait appris. Pendant que l'infirmière travaillait, elle raconta tout au détective Flores. La révélation d'Elena concernant le bateau, les documents commerciaux montrant les plans d'expansion, la confession complète de Marcus sur le bateau. Il a dit qu'il avait mis du cyanure dans leur vin pendant le dessert, qu'ils sont morts en quelques minutes. Sa voix se brisa. Il célébrait que le bébé. L'expression du détective Flores était grave tandis qu'il prenait des notes. Sa confession pendant l'interrogatoire correspond à ce que vous nous avez dit. Il s'est complètement effondré. Nous a donné chaque détail. Il semblait presque soulagé de finalement le dire à quelqu'un. Un coup à la porte les interrompit. Un autre détective entra, parlant doucement à Flores. Son visage devint encore plus sombre en l'écoutant. « Mademoiselle Caldwell, dit-il, se tournant vers elle. Notre équipe médico-légale a traité le bateau de Marcus. Malgré ses efforts avec l'eau de Javel, ils ont trouvé des traces microscopiques de sang dans les jointures du pont. L'analyse ADN prendra du temps, mais le groupe sanguin correspond à celui de votre sœur et de David. » Janine ferma les yeux, la confirmation clinique rendant quelque part tout cela plus réel. « Il y a plus, » continua doucement Flores. « Nous avons extrait l'historique GPS du système de navigation de son bateau. Marcus n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait. Le système conserve un journal des points d'ancrage. La nuit de la disparition, son bateau était ancré au quai de la maison de plage jusqu'à 2h15 du matin, puis s'est déplacé vers un point à environ 3 km au-delà du récif de Pescadero. Il y était resté ancré pendant 43 minutes avant de retourner au port. « 120 mètres d'eau », murmura Janine. « C'est ce qu'il a dit. Nous avons envoyé une équipe de récupération en eau profonde. Les coordonnées sont exactes. Il devrait pouvoir... » Il s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. « Récupérer votre sœur et David. » L'infirmière termina son examen et sortit discrètement. Le détective Flores approcha une chaise de l'endroit où Janine était assise. L'équipe de récupération a déjà rapporté des découvertes préliminaires. 2 corps, enveloppés dans des bâches de qualité industrielle qui correspondent à celles du hangar à bateau de Marcus. Lestés avec de l'équipement de plongée de son matériel personnel selon les numéros de série. Le médecin légiste devra confirmer, mais les circonstances correspondent à un empoisonnement au cyanure, ça aurait été rapide. Il a bâti son empire sur leur meurtre, dit Janine, les mots ayant un goût amer. Utiliser leur mort pour prendre le contrôle total d'Innovatech fait avancer ses plans d'expansion sans David pour l'arrêter, tout en jouant le meilleur ami endeuillé, entretenant leur maison comme un sanctuaire. La couverture parfaite ? Acquiesça Flores. Qui soupçonnerait l'homme qui a passé 5 ans à honorer leur mémoire ? Il a même créé une fondation en leur nom. De l'argent souillé de sang. Janine tendit la main vers son sac fourre-tout que les gardes-côtes avaient récupéré du bateau de Marcus. Le journal de Meredith était toujours à l'intérieur, légèrement humide des embruns océaniques mais intact. Elle le serra contre sa poitrine. Avec sa confession détaillée et les preuves physiques, Marcus Ashford ne reverra jamais la liberté, assura le détective Flores. Multiples accusations de meurtre, kidnapping, tentative de meurtre pour ce qu'il a essayé de vous faire. Il mourra en prison. Mais c'était une maigre consolation. Janine ouvrit le journal à cette dernière entrée, les mots pleins d'espoir de sa sœur se brouillant à travers ses larmes. Meredith avait été si certaine que l'annonce de la grossesse rapprocherait tout le monde, leur rappellerait ce qui comptait vraiment. Au lieu de cela, elle avait signé leur arrêt de mort. Elle a écrit qu'elle se sentait mal à l'aise à propos du dîner, dit Janine, traçant les mots du doigt. Une sorte d'instinct l'avertissait, mais elle a passé outre. Elle voulait tellement partager leur joie. « Je suis désolé », dit simplement le détective Flores. « Je suis vraiment désolé. » Janine pensa au bébé qui n'avait jamais eu la chance de naître. Une autre victime de l'avidité de Marcus, une vie éteinte avant même de pouvoir véritablement commencer. Sa sœur aurait été une merveilleuse mère. David aurait été le genre de père qui entraîne les petites ligues et lit des histoires au coucher. Tout cela volé pour des marges bénéficiaires et une expansion internationale.
Dehors, par la fenêtre de l'hôpital, des nuages sombres avaient roulé depuis le Pacifique. Les premières gouttes de pluie commençaient à strier la vitre, se transformant rapidement en une averse régulière. Le même système orageux qui avait fourni une couverture pour l'approche des gardes-côtes balayait maintenant la baie de Monterrey comme si le ciel lui-même était en deuil. Janine tenait fermement le journal de sa sœur, regardant la pluie tomber, connaissant enfin la vérité mais n'y trouvant aucune paix.